On va pouvoir commencer. Bienvenue à toutes et tous à ce webinaire Stratégie biodiversité et stratégie climat des synergies à développer. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer quels sont les liens entre biodiversité et climat, de vous expliquer pourquoi il est urgent de les penser ensemble et de vous partager quelques pistes d'action pour vous aider à développer leur synergie. Donc, ce matin, pour parler de ces sujets, il y aura donc moi, Roxane Daubier, je suis consultante biodiversité chez Ecodev et je suis accompagnée ce matin de Véronique Dame, fondatrice de Biotif Corp, Arthur Pivin, project leader chez Carbone 4 et Timothée Kellard, le cofondateur d'Ecodev. Véronique a quelques petits problèmes de connexion, donc elle devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Véronique, c'est une pionnière dans le conseil en biodiversité. En 2005, elle a créé Gondwana, la première société de conseil en biodiversité. Depuis 2012, elle est membre du groupe d'experts français de l'IPBES. Et en 2019, elle a créé Biodiv Corp, une société de conseil et de formation en biodiversité. Elle travaille donc chez Biodiv Corp, qui fait du conseil en biodiversité. Et Arthur, je vais te laisser la main pour te présenter. Parfait, merci beaucoup Roxane. Donc enchanté, bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés. Donc Arthur Pivin, je travaille chez Carbone 4 depuis 1 an et demi où je suis responsable des sujets liés à la nature et la biodiversité. Donc c'est-à-dire que je travaille notamment sur les puits de carbone et je développe le pôle biodiversité depuis un peu plus d'1 an. Avant ça, j'ai travaillé environ 4 ans dans le domaine des projets carbone avec une part importante du temps sur le terrain dans les projets un peu partout dans le monde. Merci Arthur. Timothée? Oui, alors juste, je vais faire un petit test avant. Est-ce que Véronique, tu nous entends et tu peux parler avec nous alors, au moins niveau vocal? Vous m'entendez? Ah, génial. On t'entend très bien. Génial. Bon. Désolé pour les problèmes de connexion. Bonjour à tous. Pas de souci. Du coup, je crois qu'en termes de visuel, il y a ma photo, mais c'est pas grave. Alors, du coup, me concernant, je suis Timothée Kellard, donc un des 3 cofondateurs d'Ecodev. Et puis pour la petite historique, donc je porte depuis 2009 les sujets de biodiversité que Ecodev pilote. Et puis il y a plus récemment avec Véronique Dame, d'ailleurs, on a créé en 2014 une offre dédiée à l'aménagement ou en tout cas à l'intégration du vivant sur les enjeux de site. Et plus récemment, BBR Biodiversité, qui est une activité qui a pour vocation de planter finalement pour régénérer la biodiversité. Véronique, peut-être on t'a présenté, mais si tu veux peut-être te présenter en un mot. Oui, rapidement. Donc moi, je dirige actuellement une société qui s'appelle Biodiv Corp. Comme l'a dit Roxane, je fais du conseil en matière de biodiversité. Ça fait maintenant plus de 17 ans que j'accompagne des entreprises sur ces sujets pour qu'elles intègrent davantage, et elles le font de plus en plus, heureusement, le sujet de la biodiversité dans leurs activités. Voilà en quelques mots. Merci. Mais on reviendra sur tes compétences par la suite. Moi, je passe très rapidement sur Ecodev, mais donc du coup, on a des métiers de conseil ou également d'accompagnement plus opérationnel. On peut passer toute cette partie, je pense, pour aller droit au but, Roxane, puisqu'on a beaucoup de choses à se dire sur la biodiversité. Allons-y. Ok, super. Je te laisse la main, ouais. Parfait. Ok, merci Timothée. Donc, on va pouvoir rentrer effectivement dans le vif du sujet et comprendre pourquoi et comment penser la biodiversité et le climat ensemble. Tout d'abord, comme vous le savez certainement, on fait face aujourd'hui à un contexte qui est alarmant, à la fois d'érosion de la biodiversité, avec 1 million d'espèces menacées d'extinction dans les prochaines décennies, avec un taux de disparition 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d'extinction. Et dans le même temps, on assiste, et on en est d'ailleurs bien sûr à l'origine, au dérèglement du climat, avec un réchauffement climatique qui devrait atteindre ou dépasser le seuil de 1,5 degré en 2050, avec des événements climatiques extrêmes d'ores et déjà de plus en plus fréquents et intenses. Donc aujourd'hui, ces 2 sujets, ils apparaissent comme plutôt cloisonnés. On les pense rarement ensemble, alors qu'ils ont d'abord de nombreux points communs. Ils sont tous les 2 aujourd'hui fortement endommagés. Leurs limites planétaires sont toutes dépassées. Et surtout, ils sont fortement interdépendants. Donc, en fait, la dégradation de l'un contribue à la dégradation de l'autre. Et de la même manière, le bon fonctionnement de l'un est propice au bon fonctionnement de l'autre. On verra un exemple plus précis juste après.
Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que du coup, quand on dégrade les deux en même temps, comme c'est le cas aujourd'hui, forcément, ça accélère les déséquilibres. Donc, pour vous prendre un exemple de cette interdépendance entre le climat et la biodiversité, je vous propose de parler rapidement des kelpes. Donc les kelpes, ce sont des algues marines géantes. Donc, dans un écosystème intact et fonctionnel, elles sont des sanctuaires de biodiversité. Donc, elles vont fournir un habitat dans lequel des centaines d'espèces vont pouvoir vivre et trouver leur nourriture. Elles vont également séquestrer du carbone, ce qui contribue à limiter le réchauffement climatique. Et elles vont contribuer à protéger les littoraux contre les effets des tempêtes et contre aussi l'élévation des niveaux des mers. Donc, elles tiennent un rôle dans l'adaptation aussi au changement climatique, enfin en tout cas aux effets du changement climatique. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le bon fonctionnement de cet écosystème vivant, plein de biodiversité, il va contribuer au bon fonctionnement des équilibres climatiques. Donc, on est un peu dans une forme de cercle vertueux. Mais quand on dégrade l'un, du coup, on va également dégrader l'autre. Par exemple, avec le dérèglement climatique, l'eau des océans se réchauffe. On va avoir des courants chauds qui vont se développer, par exemple, dans les mers de Tasmanie, où on a beaucoup de forêts de kelp. Et les conséquences, elles vont être multiples. Donc, beaucoup de kelp vont mourir. Et les oursins prédateurs de kelp vont se développer, puisque eux, au contraire, ils aiment quand l'eau est chaude. Donc, ça va accélérer la dégradation de ces forêts de kelp. Donc, voilà pour les interdépendances entre biodiversité et climat, pour vous donner un exemple. Mais malgré leur interdépendance, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une forme de fracture entre ces deux sujets-là, en grande partie parce qu'ils font l'objet d'un traitement qui est différencié. Donc, on a d'une part une médiatisation croissante de la cause climatique, avec une multiplication du sujet dans les articles de presse et de recherche. Alors, attention, cette médiatisation, elle reste malgré tout insuffisante aujourd'hui dans l'ensemble des médias par rapport à l'importance du sujet. Mais quand on compare à la biodiversité, on voit que l'écart est très important. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique qui met en évidence le nombre d'articles de presse sur la biodiversité en vert versus le nombre d'articles sur le dérèglement climatique en marron entre 1990 et 2017. Donc, on observe que le sujet climat prend de l'ampleur, mais que par ailleurs, il va éclipser par la force des choses celui de la biodiversité, malgré, comme je le dis, une entrée dans les arènes diplomatiques et internationales avec, par exemple, le Forum de Washington en 1986, le Sommet de la Terre à Rio, etc. On a quand même une mise de côté du sujet biodiversité. Donc, cette mise de côté, elle est multifactorielle. Timothée reviendra dessus. Mais parmi les obstacles, on retrouve une méconnaissance du sujet, des difficultés à quantifier, de faibles financements, peu d'articles de recherche et donc une absence de médiatisation et un sujet qui n'arrive pas vraiment à se faire une place digne de ce nom. Donc, à titre d'exemple, le groupement international d'experts et d'expertes sur le climat est créé dès 1988, alors que la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, donc l'IPBES, d'ailleurs souvent appelé le GIEC de la biodiversité, donc témoin supplémentaire du traitement qui est réservé au sujet de la biodiversité, ne voit le jour qu'en 2012. Alors aujourd'hui, on est dans une situation de renouvellement avec un sujet qui prend de l'ampleur. On est dans un contexte de multiplication des événements internationaux sur la biodiversité. Il y a un an, à un jour près, l'IPBES et le GIEC publiaient leur premier rapport commun sur les liens entre biodiversité et climat. Cette année, le dernier rapport du GIEC met en évidence pour la première fois le rôle que tient la biodiversité à la fois dans l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. On a aussi une adaptation des référentiels internationaux, donc en fait, on se rend compte qu'ils vont tous progressivement avoir une dimension biodiversité dans leur ligne directrice, que ce soit le Science Based Target Network, le GHG Protocol, le CDP, etc. Donc, tous ces éléments, on peut dire qu'ils témoignent d'une convergence entre ces deux thématiques. Pourtant, c'est un sujet qui reste encore aujourd'hui cantonné à des sphères scientifiques et des initiatives volontaires. Donc, Clémence Guimau, qui est maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 1, elle explique d'ailleurs que la biodiversité reste un enjeu de niche, mené par des scientifiques et des naturalistes. C'est un problème qui n'est pas considéré comme un enjeu aussi important que le dérèglement climatique.
Et c'est tout à fait vrai, car en fait, cet élan de renouvellement, il traverse effectivement différentes conférences mondiales et des références internationaux, mais quand on regarde le cadre réglementaire associé à la biodiversité, on se rend compte qu'il reste très limité. Donc là, vous avez un panorama des différentes lois et réglementations en matière de biodiversité en France, qui ne sont en fait pas vraiment à la hauteur des enjeux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais n'hésitez pas à revenir sur cette slide. Vous pouvez télécharger le support et vous pourrez le télécharger aussi à la fin du webinaire si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour répondre de manière proportionnée et efficace à l'érosion de la biodiversité à laquelle on assiste aujourd'hui. Donc, à titre d'exemple, d'après le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, aucun des 20 objectifs de protection de la biodiversité fixés il y a 10 ans, pour la période 2011-2020, n'ont été atteints. Donc, que faire aujourd'hui dans ce contexte? Quelles sont les solutions aujourd'hui si on veut agir quand on est une organisation? Par où commencer? Donc, pour répondre à toutes ces questions, je vais donner la parole à nos intervenants du jour, donc Timothée, Véronique et Arthur. En commençant donc par toi, Timothée, qui va nous donner une première piste de réponse sur la manière de développer les synergies entre biodiversité et climat. Merci Roxane, merci pour cette introduction extrêmement positive. Mais on va essayer de positiver par la suite, bien évidemment, mais le constat, effectivement, est là alarmant, hein, 0 sur 20 en notation. Si vous avez des enfants, vous pourriez tout à fait vous rendre compte des enjeux associés. Bon, bref, alors les règles du jeu, là, donc on va faire quelques minutes chacun de manière assez linéaire, Arthur, moi et Véronique, et puis après, on va prendre plein de questions-réponses, en tout cas le plus possible, pour essayer de rendre ce format plus interactif. Moi, je voulais revenir sur quelques notions quand même avant de rentrer sur ces, on va dire, accompagnements possibles ou initiatives possibles. On a dans notre, on va dire, société un sujet lié à ce qu'on peut appeler l'amnésie écologique, qui a un double effet, extinction au carré. Pourquoi? Parce que c'est une extinction à la fois écologique ou biologique ou génétique, mais également une extinction culturelle. En gros, en haut à gauche, là, vous avez le tigre de Tasmanie, qui donc, est une espèce qui a disparu. Donc forcément, puisqu'il a disparu, les nouvelles générations n'ont jamais en parlé, ou très peu. Et puis on a exactement le même phénomène là, qui est en train de se produire avec les moineaux en ville, par exemple, où on est beaucoup, moi je ne sais pas combien de responsables RSE ou équivalents mondiaux, bah, quand j'étais gamin, j'avais des moineaux, maintenant qu'on n'est plus. Donc on voit bien qu'il y a cette situation qui est aussi essentielle, puisque c'est un sujet de prise de conscience. Et donc on ne peut pas préserver ce dont on n'a pas conscience. C'est aussi bête que ça. Mais forcément, moins vous avez de biodiversité autour de vous, bah, moins vous avez envie de la protéger, puisque moins vous la connaissez. Et puis, il y a les facteurs d'érosion, je ne reviendrai pas dessus, qui sont assez classiques, liés plutôt là, vraiment au comportement humain sur notre planète, avec des enjeux, par exemple, de destruction des habitats, qui est quand même une des grosses causes d'extinction de biodiversité en France. Alors, si on fait un parallèle avec la biomasse, ou si on fait un parallèle avec la masse humaine, j'ai repris les graphiques que vous avez vus quand vous étiez probablement au collège ou juste après, mais on voit l'évolution de la planète, là, la population de la planète, population humaine, hein, sur les 2000 dernières années. On connaît tous hein, cette explosion après l'ère pré-industrielle. Et puis, on peut quand même se poser la question, si on prend des phrases célèbres, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, bon, bah, cette biomasse qu'on a créée, ce vivant qu'on a créé en étant plus présent sur la planète, bah, c'est forcément au détriment d'autres choses. Je vous laisse faire le parallèle, mais quand on entend parler aujourd'hui de biocarburants, quand on entend parler de construction de bois, quand on entend parler de nouvelles médecines qui s'approvisionnent en plantes, etc., vous imaginez bien que si l'homme prend autant de place en biomasse, bah, forcément, c'est au détriment d'autres choses. C'est assez basique comme raisonnement, mais quand on regarde le graphique, on comprend bien la difficulté que la planète a absorbé cette quantité d'humains, on va dire, aussi importante et aussi rapide. En plus, on a des travaux qui datent des années 70, voire 72, là, sur le rapport Meadows, sur le traité de Rome, donc qui nous extrapole finalement, ou qui nous donne des tendances associées à un certain nombre de ressources, et aussi de conditions de la population humaine sur la planète. Donc, je ne sais pas si vous connaissez bien ce rapport, mais je vous encourage à jeter un coup d'œil. Hein. C'est des scientifiques mandatés par des Suisses avec des études, on va dire, relativement robustes, suivies par le MIT. Enfin bref, en termes de modèles mathématiques, il n'y a pas beaucoup plus robuste. Et puis, bah, la démonstration, c'est que quand on remet à jour ces données, ces extrapolations, on voit les courbes là en pointillon haute, on voit que bah, elles sont très proches, hein, voire même elles sont plus importantes et ça s'accélère un peu plus vite que ce que
que le rapport Meadows avait imaginé dans les années 70. Donc la dernière version là, qui date d'il y a quelques années corrobore tout à fait les chiffres. Et donc si vous faites la projection 2025, vous voyez bien 2023 là où on est au milieu, on est vraiment sur le pic. Donc on est vraiment à dire sur la crête où tous nos modèles commencent après à diminuer. Donc, quand on commence à comprendre ou à anticiper, ou en tout cas à prendre le prisme de la biodiversité sur des services écosystémiques ou sur ce que la biodiversité finalement nous adresse au quotidien, là, il y a une étude de source naturefrance.fr qui nous dit que 80% des emplois dépendent finalement directement et ou indirectement de la biodiversité. En fait, c'est assez évident, l'eau, l'air qu'on respire, enfin tout ça, c'est finalement la biodiversité et c'est vital. Et puis, le WWF avait référencé un certain nombre de services écosystémiques. Quand vous commencez à mettre des euros derrière ces services, vous vous rendez compte que les crises économiques qu'on a passées ces derniers temps, même celle du Covid, restent relativement symboliques en ordre de grandeur. Et après, il y a le concept de l'effondrement derrière, qui est encore plus sympa. Et comment on peut commencer à positiver? En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quasiment toutes les solutions et toutes les clés entre nos mains. Quand vous regardez les ODD, les Objectifs de développement durable, qui sont sortis il y a 7 ans maintenant par l'ONU, on commence à écrire finalement les gros enjeux et les priorités que les entreprises, les citoyens ou les États doivent appréhender et intégrer dans leur fonctionnement, dans leur gouvernance, pour pouvoir on va dire pérenniser notre planète. Et finalement, il y a des ODD dédiés au sujet de la biodiversité. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un bon référentiel pour ne pas partir dans tous les sens. Deuxième référentiel, et puis on zoome en fait sur des cas beaucoup plus pratiques pour les entreprises, l'ISO 26000, qui est une norme qui est sortie maintenant un peu plus de 10 ans, dont l'objectif est de travailler sur ces sujets de développement durable à l'échelle d'une organisation. Et donc là aussi, vous avez un pilier environnement qui intègre des notions liées à l'utilisation durable des ressources ou à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Donc, en fait, je montre ces référentiels pour une chose, c'est que beaucoup d'entreprises se disent « mais la biodiversité, c'est complexe, je ne sais pas comment l'appréhender ». Oui, certes, c'est plus complexe que d'autres enjeux. C'est des interactions extrêmement complexes à mesurer, mais il y a quand même des grands chapeaux, on va dire, qui permettent de travailler le sujet. Et puis, pour finir, il y a plus récemment, la 2020 est mise en application en ce moment, avec d'ailleurs une forte actualité, puisque vous avez probablement vu passer l'actualité sur l'intégration du gaz ou du pétrole dans les énergies vertes de transition. Vous avez la taxonomie TCFD, qui est du coup une taxonomie ou une directive européenne qui impose aux financiers finalement d'avoir des données sur les flux d'argent et leur investissement avec des critères environnementaux principalement. Et là aussi, vous avez une notion qui est intéressante, qui est l'atténuation du changement climatique. Donc en gros, moins rejeter de CO2 ou moins émettre de CO2 d'un côté, et l'adaptation au changement climatique. Donc c'est quelles sont les conséquences du changement climatique, montée des eaux, grêle, on va dire longue sécheresse, etc., par rapport à des activités. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut commencer à accompagner les entreprises sur un sujet de pression au regard de la biodiversité et ou de contraintes opportunités, et surtout d'avoir une boussole pour commencer à anticiper ce qui va arriver et qui est inéluctable, c'est l'accélération des changements climatiques. Et donc, on arrive après à travailler aussi à des niveaux ou avoir en tête qu'il y a 2 niveaux, voire 3 ou 2,5. L'échelle d'un site, bien évidemment, c'est important de travailler sur un site où on va probablement, par exemple, avoir des gestions plus responsables, moins polluer peut-être les nappes phréatiques en dessous, ou être plus riche pour les pollinisateurs, par exemple. Enfin, voilà, on a plein d'actions possibles pour améliorer la biodiversité d'un site. Et donc ça, c'est essentiel. C'est même, ça devient urgent parce qu'on parle de biodiversité ordinaire et c'est celle-ci qui est autour de nous et qui disparaît de plus en plus. Et il y a bien évidemment, et là c'est beaucoup plus complexe et on reviendra dessus, je laisserai la main à Véronique pour ça, mais le sujet des chaînes de valeur, des activités, des filières. C'est comment retracer la pression qu'on a autour finalement ou sur la biodiversité par rapport à un secteur d'activité, par rapport à une filière. Et là, il commence à avoir pas mal de méthodologies, d'outils, avec une dimension qui est importante et qu'il faut avoir en tête. C'est comme sur le sujet du carbone, c'est avoir bien intégré cette notion de direct et d'indirect, c'est-à-dire les impacts directs, c'est-à-dire les matières que je vais extraire, le bois que je prends pour me chauffer, ou indirect, j'ai un vêtement qui lui-même a eu des conséquences dans d'autres endroits sur la biodiversité liée par exemple aux pratiques agricoles. J'ai fini, j'ai essayé de tenir les délais, c'est très rapide. Je laisse la main du coup à Véronique pour rentrer un peu plus dans le détail des outils et de la mesure de ces enjeux de biodiversité. Merci Timothée. Juste avant de donner la parole à Véronique, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur cette première partie?
Est-ce que vous voulez échanger? Est-ce que Arthur et Véronique également, vous voulez compléter ou est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Voilà, n'hésitez pas, on peut prendre quelques minutes pour discuter. Et si vous n'avez pas de questions ou de remarques, on peut passer à la partie suivante. Il y a une question, c'est est-ce que la SNBC, Stratégie nationale bas carbone, contient des objectifs pour la biodiversité? À ma connaissance, non. Enfin, le gros sujet de la SNBC, c'est surtout la trajectoire carbone. Mais comme c'est très dense, après, elle est déclinée par secteur d'activité. Donc peut-être que sur certains secteurs d'activité, il y a des notions de la biodiversité. Je ne sais pas si Véronique ou Arthur, vous pouvez compléter. Il me semble qu'il y a des mentions dans la partie agricole et forestière. Mais qu'on reste de quelque chose d'extrêmement qualitatif et pas très poussé. Il y a un focus climat assumé et évident. C'est ça. Il y a des questions de séquestration du carbone qui, du coup, peuvent mobiliser la thématique de la biodiversité, on va dire. Mais sinon, ouais, c'est ce que j'ai aussi. Véronique, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, rien de particulier sur ce sujet. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. On a un slide qui te concerne, Véronique, qui est un tabou est tombé. Oui, exactement. Merci à vous deux d'avoir aussi brillamment planté le décor. On parlait de synergie entre la prise en compte du climat, du carbone dans les entreprises et avec la biodiversité. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on commence à voir aujourd'hui en matière de biodiversité, on va dire un peu les mêmes démarches que l'on a vu ces dernières années en matière de carbone, alors toujours avec le même décalage de temps qu'évoquait tout à l'heure Roxane, où effectivement on a plus de 10 ans de retard par rapport au carbone, mais c'est pas grave, on va essayer de le rattraper, et notamment au niveau des outils, ces fameux outils qui permettent de mesurer, puisque avant d'agir, il faut effectivement toujours partir d'un état zéro et savoir où on en est. Donc, il y a eu beaucoup de polémiques, de discussions ces dernières années en matière de biodiversité. La question était de savoir est-ce qu'on peut mesurer le vivant. Je vais pas trancher le débat aujourd'hui. Je crois qu'il est toujours pas clos. Il y a encore effectivement des discussions à savoir est-ce qu'on peut mettre dans des tableurs Excel du vivant. C'est un vaste sujet. Il n'empêche qu'il y avait une demande pour arriver à ce type de mesure, pour faire avancer le sujet dans les entreprises, puisque dans l'entreprise, on a besoin effectivement d'avoir des indicateurs de référence pour pouvoir vraiment avancer et mettre en place des plans d'action, des plans de réduction et de pouvoir mesurer ça dans le temps. Donc je dis un tabou est tombé parce qu'effectivement c'était un vrai sujet, ce qui a d'ailleurs contribué à ce retard, au retard que l'on a constaté jusqu'à maintenant dans la prise en compte de la biodiversité au sein des entreprises, parce qu'on n'avait pas ces fameux outils qui permettaient de mesurer l'empreinte biodiversité. Donc il y a une demande de la part des entreprises, et aujourd'hui ces outils leur permettent d'évaluer leur empreinte. Alors c'est bien évidemment leurs impacts, mais aussi leur dépendance. Parce que comme le rappelait Timothée tout à l'heure, c'est important de rappeler aux entreprises qu'elles sont parfois fortement dépendantes de services écosystémiques et que potentiellement il y a des risques pour elles derrière ce sujet. Donc on a aujourd'hui effectivement une demande d'avoir les mêmes outils pour évaluer l'empreinte biodiversité que ce que l'on fait aujourd'hui pour le carbone. C'est aussi une réponse à une demande très importante du secteur financier qui s'est également saisi du sujet biodiversité comme il l'a fait ces dernières années sur le sujet carbone. Donc aujourd'hui, effectivement, les investisseurs veulent connaître un petit peu ce que font ou pas les entreprises en matière de biodiversité pour évaluer les risques à travers leurs différents portefeuilles. Et puis c'est aussi pour raligner, et là on a aussi une synergie avec ce que l'on voit en matière de carbone, avec les fameux Science-Based Targets. Mais on a la même chose aujourd'hui en matière de biodiversité. On a les Science-Based Targets for Nature qui vont permettre aux entreprises d'aligner, à travers ces outils de mesure, leurs objectifs de réduction de leur empreinte par rapport aux objectifs internationaux et nationaux en matière de biodiversité. Donc du coup, face à cette demande, on a vu ces dernières années beaucoup d'outils de mesure des pressions de la biodiversité. Alors, vraiment à tout niveau, que ce soit au niveau des politiques publiques, mais ça nous intéresse moins aujourd'hui. Quand on regarde au niveau des entreprises, on a aussi bien au niveau, on va dire, d'un site, d'un projet. Ça, pour le coup, ça existait depuis un peu plus longtemps, des outils, des protocoles qui permettent de mesurer la biodiversité et les actions qui sont mises à l'échelle d'un site. La nouveauté, c'est ce qu'on a vu dernièrement, c'est soit à l'échelle de produits ou de filières,
et puis plus globalement sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Hein. C'est ce que disait tout à l'heure Timothée, et c'est ça qui est important aujourd'hui, parce que mesurer son empreinte biodiversité juste par exemple à l'échelle d'un site, quand on est un industriel qui utilise par exemple beaucoup de produits issus de l'agriculture, ça veut dire qu'on va passer à côté, on va dire, de l'essentiel des impacts que l'on va avoir sur la biodiversité. Donc, vous voyez sur cette slide qui a été présentée par la CDC Biodiversité, toute une multitude d'outils aujourd'hui qui existent dans ce domaine. Je crois qu'il y en a environ 40 et 60 aujourd'hui. Le WWF et la FRB ont édité des guides dernièrement pour permettre un petit peu aux entreprises de s'y retrouver. Donc, il y a entre 40 et 60 outils aujourd'hui qui existent pour mesurer les pressions des entreprises sur la biodiversité. Et il y a une volonté au niveau international d'aligner, hein, il y a une démarche qui s'appelle Align, qui est d'aligner à un moment donné effectivement tous ces outils de mesure, parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de savoir s'il y en a un, deux ou trois qui vont émerger et qui vont, entre guillemets, s'imposer, comme on l'a vu en matière de carbone, mais au moins qu'ils s'appuient un petit peu sur, on va dire, des protocoles communs pour pouvoir être en mesure de les mesurer à un moment donné. Si tu peux passer sur la slide suivante, parce que je n'ai pas la main. Voilà. Donc, juste un exemple hein, parmi ces outils, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup, mais peut-être dont vous avez entendu parler, notamment en France, qui s'appelle le GBS, donc le Global Biodiversity Score, donc, qui a été développé par la CDC Biodiversité et qui est un des outils opérationnels en ce moment, parce que parmi tous les outils qu'on vous présentait précédemment, certains ne sont pas au même stade de développement. Donc le GBS en est un exemple, mais l'idée de tous ces outils, c'est d'aller vers l'idée d'avoir une métrique agrégée, ce que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant en matière de biodiversité. Donc avoir effectivement, comme on l'a pour le carbone, et là encore il y a vraiment des similitudes avec les outils qui nous permettent de mesurer l'empreinte carbone. Donc une métrique agrégée, travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça, c'est vraiment déterminant. Donc, on n'est pas uniquement sur un scope, et notamment, comme je disais tout à l'heure, pour des activités qui sont très liées à l'amont agricole, c'est très important, effectivement, de prendre en compte notamment son scope 3 amont. On va être également sur une approche, comme pour le carbone, sur des stocks et des flux d'impact. Donc, et on est sur un modèle, pareil, pression-impact, comme on le voit sur les outils aujourd'hui qui sont utilisés pour l'empreinte carbone. Donc, beaucoup de similitudes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les métriques qui sont utilisées, par exemple celle du GBS, parce que c'est un petit peu technique, comme pouvait l'être lorsque ça a été lancé, la tonne équivalente de CO2. L'idée n'est pas forcément de comprendre exactement ce qui se cache derrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va vraiment dans les mêmes démarches aujourd'hui pour pouvoir comparer des activités entre elles, des filières entre elles, et surtout améliorer, on va dire, la feuille de route des entreprises en matière de réduction de leurs empreintes. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, il y a des synergies, on va dire, dans l'utilisation qui va être faite de ces outils de mesure d'empreinte, biodiversité et carbone. Et on commence à voir, nous on l'a constaté, des entreprises qui soit ont engagé une démarche d'évaluation carbone et qui dans la foulée vont faire la même chose en matière de biodiversité, voire qu'ils le font en même temps. Parce que finalement, vous le voyez sur cette slide, il y a une mutualisation des données d'entrée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire quand on fait des évaluations, que ce soit avec le GBS ou avec d'autres outils, on va utiliser pratiquement 80% des données qu'on va utiliser sont celles qui auront été mobilisées pour le bilan carbone. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas devoir à nouveau, au sein de l'entreprise, mobiliser tout le monde pour récupérer des données ad hoc. Donc, il y en a qui vont être spécifiques pour la biodiversité, hein, notamment tout ce qui est lié au changement d'usage des sols, mais tout ce qui est données financières, les données d'inventaire de matières premières, les achats, les émissions de gaz à effet de serre, bien évidemment, toutes ces données vont être utilisées, réutilisées pour évaluer l'empreinte biodiversité. Donc, pareil, donc je vous le disais, l'idée c'est d'avoir une seule métrique agrégée. Donc, on va avoir par exemple soit la MSA kilomètre carré, comme on peut avoir la tonne équivalente CO2 en matière d'empreinte carbone. On est sur le même périmètre. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, l'idée, on commence à le voir, c'est de mutualiser ces deux approches dans l'affichage des résultats et notamment à travers de l'affichage environnemental.
Donc, on commence à le voir dans des outils comme le Planet Score, où on a à la fois, on va dire, la dimension carbone, mais également la dimension biodiversité, voire pesticides, etc. Donc, c'est bien l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un affichage environnemental, une politique environnementale qui ne soit pas uniquement axée sur le climat, parce que ça veut dire qu'on n'est que sur une jambe, mais bien évidemment sur les deux thématiques fondamentales que sont biodiversité et carbone. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long. Non, c'est parfait, Véronique. Alors, juste avant de passer à la prochaine slide, on a plusieurs questions dans l'onglet questions auxquelles je pense que tu pourrais répondre. La première, Timothée a commencé à donner des éléments de réponse déjà dans l'onglet. Pensez-vous qu'à l'avenir, des bilans biodiversité scope 1, 2 et 3, comme pour le carbone, pourraient être développés par les entreprises? Tu as déjà un peu répondu, Véronique, mais est-ce que tu veux compléter? Alors, la question, c'est quoi? C'est de savoir si on pourra réaliser son propre bilan biodiversité, c'est bien ça? C'est ça, sur les scopes 1, 2 et 3. Comme on le fait pour le carbone aujourd'hui? Exact. D'accord. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué parce que ces outils sont en train, effectivement, on va dire, de se mettre en place et peuvent paraître un petit peu complexes au démarrage. Sachant que le sujet de la biodiversité, même si on parle du vivant, donc on se dit c'est sympa, c'est facile, etc., c'est pas si facile que ça à appréhender. Donc ça demande un petit peu de temps pour bien comprendre de quoi on parle, pour bien se familiariser avec ces outils. Mais j'ai envie de dire, à terme, et je l'espère, l'idée c'est qu'effectivement, il y ait une sorte d'autonomie qui soit autorisée pour que les entreprises puissent le réaliser parfois toutes seules comme elles le font en matière de carbone. Ce qui est sûr pour compléter cette réponse, c'est qu'il commence à avoir des référentiels, des outils et des métriques, on va dire, permettant d'avoir cet effet de largeur, c'est-à-dire aller loin sur les impacts ou les pressions directes et indirectes et identifier le rouge, orange, vert en fonction des enjeux, soit des activités, soit des filières. Donc, on a des boussoles en fait qui existent. Après, elles ne sont clairement pas robustes sur tous les sujets et on n'a pas encore l'effet de profondeur souhaité, c'est-à-dire quel serait dans le niveau d'action pour pouvoir gagner X% ou vraiment réduire cette pression en totalité, quoi. Et après, on reviendra avec Arthur, mais il y a le sujet aussi de la réponse sur la solution ou la régénération qui est quand même essentielle. Juste pour compléter l'avantage de ces outils, mais c'est la même chose avec les outils qui ont été développés autour du carbone, ça vous donne effectivement une photographie à un instant T, pour ensuite se fixer des objectifs de réduction à horizon 10 ans, 20 ans, etc. Et ça permet aussi de bâtir différents scénarios. Donc, c'est des outils effectivement qui permettent de modéliser en disant si, par exemple, je change mon sourcing sur telle matière première, quel est l'effet immédiat que ça peut avoir par rapport à mon score en termes d'empreinte biodiversité. Donc, c'est ça que ça autorise aujourd'hui. Mais après, moi, j'ai envie de dire, les outils, un outil reste un outil. C'est comme pour le bilan carbone. La vraie question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Donc, l'idée, bien évidemment, c'est pas d'en rester à la photographie. Alors, c'est déjà une première démarche parce qu'on peut l'utiliser dans son reporting et ça va vous être demandé de plus en plus. Mais l'intérêt de ces outils, c'est d'agir, c'est de mettre en place des plans d'action qui vont vous permettre de réduire d'une manière significative votre empreinte en matière de biodiversité. Et ces outils vous permettent de voir en priorité là où il faut agir. Est-ce que c'est effectivement le scope 3 amont? Est-ce que c'est plutôt en aval? Donc, c'est vraiment des outils de pilotage, mais qui sont tournés vers l'action. Sinon, ça a peu d'intérêt. Super. Merci, Véronique. Alors, on a beaucoup de questions sur ta partie, sur la mesure d'empreinte biodiversité. Je vais peut-être d'abord donner la parole à Arthur, parce que je pense que tu vas nous apporter beaucoup de réponses, Arthur, sur les questions qui ont été posées. Et une fois que tu auras terminé, Arthur, on reprendra vos questions ensemble, les tiennes et celles de Véronique. Ouais, merci beaucoup, Roxane. Et oui, d'autant plus que Véronique vient de faire la transition parfaite vers ma partie, puis c'est exactement par là que je voulais commencer, à savoir dire qu'une mesure d'empreinte, c'est toujours seulement un point de départ. Donc, c'est un point de départ qui est absolument indispensable. Sans ça, on ne peut pas commencer à agir. Mais c'est seulement un point de départ. La vraie finalité derrière, c'est agir. Et comme vient de le dire Véronique, comme pour le climat, il y a 3 étapes, a priori. On s'engage, c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs. Ensuite, vraiment, l'action, on définit un plan d'action, on l'implémente et on le pilote, toujours à partir avec le soutien de l'outil de calcul d'empreinte qui agit comme la calculette qui nous permet d'évaluer une option par rapport à une autre.
Et enfin, il y a le travail de reporting pour suivre les résultats, éventuellement communiquer en externe. Et donc, ce qui est très important à dire, c'est que sur le point de la biodiversité, exactement comme pour le climat, la priorité doit être sur la réduction des impacts. Une stratégie biodiversité d'une entreprise, c'est avant tout comprendre quel est son impact et comment je peux le réduire. Mais en marge de ça, de même que pour le climat, il y a d'autres moyens d'agir, ce qu'on peut appeler des contributions positives, c'est-à-dire pour agir en dehors de son périmètre, par exemple en finançant des projets de conservation de la biodiversité, de restauration de la biodiversité. Et beaucoup de ces projets se passent sur le terrain. Alors, sur le terrain, c'est une expression un peu barbare pour dire en zone rurale ou naturelle, c'est-à-dire plutôt dans des espaces ouverts et naturels ou semi-naturels que du point de vue dans les usines ou dans les centres urbains. Et donc, on va parler un petit peu de ça. Alors, je vais en parler, je vais mettre l'accent là-dessus, mais bien retenir que comme pour le climat, avant tout, la priorité, c'est comprendre son empreinte et la réduire. Donc, la chose est que pour la biodiversité, encore plus que pour le climat, l'enjeu est véritablement sur le terrain. C'est-à-dire que le climat, on a des impacts qui sont essentiellement globaux, c'est-à-dire que si j'émets une tonne de CO2 en France ou aux États-Unis ou en Ouganda, c'est absolument la même chose. Pour la biodiversité, les impacts sont beaucoup plus locaux. Si on regarde les 5 pressions qui ont été listées tout à l'heure, et si on exclut la pression qui est relative au climat, puisque disons qu'elle est couverte par la stratégie climat, au moins 3 d'entre elles, et même les 4, sont essentiellement locales et essentiellement localisées dans des espaces qui sont ruraux ou naturels. C'est un peu moins le cas pour la pollution. La pollution, on peut polluer un endroit et ça va se déposer plus loin, mais on n'a jamais le niveau de globalité du climat. Donc les impacts sont essentiellement locaux et, disons, situés sur le terrain. Et donc les solutions, une bonne partie des solutions peuvent aussi être dans ces endroits-là. Si on veut contribuer positivement, donc avoir une action positive en dehors de son scope, ou disons a priori en dehors de son périmètre, mais on va voir pas seulement, il y a 2 approches principales pour agir pour la biodiversité. La première, c'est la restauration, c'est-à-dire viser une amélioration nette de l'état d'un écosystème. Des exemples très très classiques, ça va être avoir une initiative de reforestation. On a un terrain qui a été dégradé, qui était une forêt par le passé. On va travailler à replanter des arbres ou à les laisser revenir. Dans ce cas-là, on appelle ça de la régénération naturelle. Ça permet d'améliorer nettement l'état de l'écosystème et donc de générer des impacts positifs pour la biodiversité. Mais la restauration, c'est aussi quelque chose qui peut se faire en visant d'autres pressions, même si c'est peut-être moins évident, notamment à travers un travail de dépollution. Un autre enjeu, ça va être la conservation. C'est-à-dire là, il ne va pas s'agir de restaurer, d'augmenter, d'améliorer l'état d'un écosystème, mais simplement de le maintenir face à un risque, face à un danger, face à une pression. Donc, ce qu'on va faire là, ce n'est pas générer strictement des impacts positifs, c'est plutôt d'éviter des impacts négatifs. Et donc, des exemples très classiques, des projets de conservation qui existent depuis très très longtemps déjà, ce n'est pas du tout nouveau. Éviter de la déforestation via de la conservation des forêts, mais on peut aussi imaginer de la conservation sur d'autres types d'écosystèmes, comme des savanes ou des prairies, ou même agir encore sur d'autres pressions, par exemple en réduisant l'exploitation directe, la chasse, le braconnage. Et donc, si on fait le parallèle de nouveau avec le climat, puisque un peu le sujet aujourd'hui, la conservation, c'est vraiment essayer d'avoir des impacts évités, c'est essayer d'avoir on peut dire des émissions évitées, si on fait le parallèle avec le climat. La restauration, ça va être d'avoir des impacts positifs nets. On peut dire que ça peut se rapprocher dans une certaine mesure des projets de séquestration carbone. D'ailleurs, souvent, les deux sont assez liés. Et la bonne nouvelle, disons, ou en tout cas une bonne nouvelle qui a déjà été soulignée plusieurs fois dans ce séminaire, c'est que de nouveau, pour ces contributions positives, il va y avoir de réelles opportunités d'agir à la fois sur le sujet climat et sur le sujet biodiversité pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'initiatives qui sont à la croisée des 2 enjeux. L'idée générale, c'est que quand on restaure ou quand on protège, c'est qu'il y a du carbone dans les écosystèmes. Donc, dans la plupart des écosystèmes, il y a du carbone dans les sols et dans la biodiversité. Alors, si on exclut certains déserts ou si on exclut, disons, les écosystèmes marins, quoique, il y a aussi du carbone, mais disons, c'est moins évident. Il y a du carbone dans l'habitat, il y a du carbone dans l'écosystème. Et donc, quand on protège ou quand on évite sa destruction ou quand on régénère, à la fois, ça permet le retour de la biodiversité et à la fois, ça permet de séquestrer du carbone ou d'éviter des émissions. Et on peut aussi avoir cet effet-là sur des écosystèmes qui sont plutôt agricoles, c'est-à-dire sur des parcelles, même si, encore une fois, c'est peut-être moins direct, mais typiquement faire de l'agroforesterie, c'est-à-dire réintroduire des arbres dans des systèmes agricoles,
ça permet d'avoir un impact sur le climat puisqu'on séquestre du carbone et ça améliore aussi la valeur du système agricole pour la biodiversité. Même quand on travaille au niveau des sols, avec ce qu'on appelle souvent de l'agriculture régénérative, eh ben, ça a un impact positif sur la biodiversité en même temps que très souvent, cela régénère, cela stocke du carbone dans les sols. Donc dans l'ensemble, climat et biodiversité sur le terrain, on peut agir ensemble. Le grand déterminant pour savoir à quel point on a de l'impact, notamment sur le climat, ça va être est-ce que ce sont des écosystèmes qui contiennent beaucoup de carbone. Donc c'est là où une forêt, on aura beaucoup d'impact. Une savane, on en aura aussi. Une prairie ou des milieux ouverts, il y en aura un petit peu moins. Mais dans les deux cas, ça reste généralement positif sur les deux terrains. Et une autre bonne nouvelle, disons, puisque aujourd'hui, par souci du bien-être de chacun, on commence par le plus négatif et on termine par le plus positif, c'est qu'il y a plusieurs zones. Il y a un bon recoupement, disons, il y a un relativement bon recoupement entre des zones prioritaires pour le carbone et pour la biodiversité. C'est-à-dire que là, la carte qu'on voit, c'est la carte de conservation internationale des hotspots de biodiversité. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas dans un hotspot n'a pas d'importance, mais on remarque que les hotspots de biodiversité, ils sont situés pour beaucoup en zone tropicale, et notamment en zone tropicale humide. On voit l'Amazonie, on voit les forêts d'Indonésie, on voit Madagascar. Alors Madagascar, c'est sec pour une grande partie, mais on voit aussi l'Amérique centrale et l'Asie du Sud. Et donc, ce sont aussi des endroits où il y a beaucoup de potentiel carbone, puisque les forêts sont généralement plus denses et les écosystèmes en général contiennent plus de carbone. Donc, il y a des vraies opportunités d'agir avec des hotspots qui, parfois, peuvent se recouper, même si le concept de hotspot peut être, disons, critiquable pour la question de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire a priori qu'un écosystème vaut mieux qu'un autre. Et alors, petit point d'attention pour terminer, à noter que dans la théorie, c'est génial, les deux marchent très bien ensemble. Dans la pratique, il y a certaines mauvaises idées, il y a certains cas à éviter où un projet carbone peut avoir un impact nul, voire négatif pour la biodiversité, puisque pour le carbone, on considère un écosystème comme son contenu carbone net. On regarde s'il y a beaucoup ou pas de biomasse. Alors, pour la biodiversité, il va y avoir des critères qualitatifs extrêmement importants. On a le cas, par exemple, d'un désert vert. Si on fait de la monoculture, de la reforestation en monoculture, il n'y a pas du tout de diversité. Ça va avoir très peu de valeur pour la biodiversité. Il n'y aura que les espèces qui sont adaptées à ce type d'arbres en particulier, qui peuvent y faire leur habitat, qui en profiteront. On a un cas un peu similaire si on fait de la reforestation avec des espèces qui sont exotiques. Même en mettant un peu de diversité, si les espèces sont exotiques, a priori, elles ne correspondent pas, ou en tout cas, elles correspondent beaucoup moins bien à la biodiversité locale. Un oiseau qui niche dans une espèce d'arbre ne va pas forcément nicher dans un autre. On a aussi des enjeux de dénaturation. Dans certains cas, en fait, le projet de restauration transforme complètement l'écosystème et on le change de nature. On va convertir une savane en forêt pour faire du carbone. Du point de vue de la biodiversité, ça n'a pas beaucoup de sens, voire ça peut être dommageable. On peut détruire un espace qui était l'espace original. Enfin, on a aussi des enjeux éventuellement avec de la pollution. Un projet de reforestation qui peut utiliser beaucoup de phytosanitaires ou avec la perturbation, on peut introduire une espèce invasive. Donc attention, dans certains cas, des projets carbone peuvent avoir un impact nul ou négatif pour la biodiversité. La leçon, la conclusion, c'est qu'un projet mixte carbone et biodiversité, c'est possible, mais c'est plus complexe qu'un projet strictement carbone, mais c'est beaucoup plus souhaitable. Donc voilà, il y avait une dernière partie sur l'intérêt d'agir à l'intérieur de sa chaîne de valeur et les différents co-bénéfices. Mais pour laisser le temps aux questions, je vous laisserai simplement regarder les slides, sur le support, puisqu'en 2 mots, on a parlé du carbone, de la biodiversité, mais les projets terrain ont beaucoup d'autres impacts. Et si vous le développez à l'intérieur de votre chaîne de valeur, pour les entreprises, ça a beaucoup plus d'intérêt puisque vous pouvez capter une partie des co-bénéfices générés et notamment régénérer les écosystèmes dont vous dépendez. Donc, et pour terminer, un mot sur un projet de certificat biodiversité qu'on est en train de lancer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter le support. On travaille avec différentes organisations pour créer un système pour encadrer la finance des projets sur le terrain via la création d'une forme de certificat biodiversité ou crédit biodiversité. Je m'arrête là puisque je vois que j'ai déjà dépassé un petit peu les 5 minutes et je pense qu'on peut terminer avec le petit quart d'heure qui nous reste sur les questions et éventuellement une discussion. Parfait, merci beaucoup Arthur pour tous ces éléments. Donc on a eu énormément de questions pendant que vous parliez Véronique et Arthur. Je pense qu'on n'aura pas le temps malheureusement de toutes les traiter. Donc n'hésitez pas aussi les uns les autres à répondre directement dans les questions, Véronique, Arthur, Timothée, si vous avez les réponses sur certaines questions. En attendant, je vais quand même en prendre une, la dernière.
Existe-t-il des projets labellisés biodiversité? Est-ce que vous voulez répondre? Je peux répondre, c'est une très bonne question. En fait, si on crée justement ce système de certificat biodiversité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme de référence pour encadrer la finance de projets de biodiversité sur la base d'impact certifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de certificat de référence qui quantifie un impact biodiversité qui dit tel projet on a produit tant et tel autre on a produit tant. Il y a des mécanismes réglementaires, c'est-à-dire qui sont proposés par la loi, mais il n'y a pas de mécanisme, disons, qui serait l'équivalent du marché volontaire du carbone. En revanche, il y a des standards carbone qui incluent des critères biodiversité. Notamment, Gold Standard est assez en pointe sur le sujet et inclut de manière qualitative des critères sur la biodiversité dans son standard carbone. Et côté Verra, qui est l'autre grand standard du marché volontaire, il y a un standard complémentaire qui peut accompagner la certification carbone qui s'appelle CCBA et qui inclut des critères sur les communautés et sur la biodiversité. Mais disons, aujourd'hui, c'est beaucoup moins bien traité que le carbone, mais il y a des raisons aussi objectives. C'est plus difficile à mesurer. C'est plus, disons, on n'a pas d'unité canonique. Et donc, il y a des très bonnes raisons pour lesquelles ça a un peu de retard. Et donc, c'est pour l'instant abordé plutôt de manière qualitative. Roxane, je rajouterais juste. Juste Véronique, si on peut changer les règles du jeu. Il y a plein de questions. Si ça vous dit, on essaie de les traiter en version quand même assez rapide pour éviter trop de frustration. Quitte à prolonger un peu de quelques minutes, si ça vous va, Arthur, Véronique. Ceux qui devront partir à 10h partiront à 10h, mais... Aucun souci. Parfait. Ouais. Roxane aussi, c'est bon? C'est tout bon. Allez. Vas-y, tu peux y aller. Okay. Véronique. Non, Véronique voulait compléter peut-être avant. Oui, je voulais juste compléter sur la question sur les labels biodiversité. Alors, il en existe, on va dire, par secteur. Vous avez peut-être entendu parler, il existe depuis maintenant presque 10 ans, du label Biodiversity. Alors, lui qui s'applique à des projets immobiliers. Donc, c'est un label, un référentiel, voilà, qui va, on va dire, mettre en avant les qualités d'un projet immobilier sur le volet biodiversité. Donc ça, c'est typiquement un label qui est assez robuste, qui existe depuis une dizaine d'années, mais qui est vraiment lié à un secteur. Parfait. Merci Véronique. Du coup, je fais le lien avec une autre question. Ces certificats biodiversité concerneront-ils les entreprises et les services publics? Disons, alors, pardon, vas-y. En 2 mots, ça concernerait tout le monde. Et, en premier lieu, les entreprises au titre de leur stratégie biodiversité pour démontrer des contributions positives. Mais bien sûr, on peut envisager que des services publics en achètent aussi. Parfait. Merci Arthur. Je prends celle d'après. Solutions fondées sur la nature, comment sont-elles mises en pratique concrètement? En fait, solutions fondées sur la nature, c'est juste un terme qui regroupe un certain nombre de solutions qui se basent non pas sur des procédés technologiques ou scientifiques, mais qui utilisent les forces de la nature. Donc, typiquement, faire pousser un arbre, c'est ce qu'on appelle une solution fondée sur la nature, de même que tous les projets, toutes les initiatives dans lesquelles on travaille directement en actionnant des procédés naturels. Parfait. N'hésitez pas, Timothée et Véronique, à chaque fois si vous voulez compléter. Une autre question. Comment, à l'échelle d'un territoire, on peut faire des progrès de réduction d'empreintes en misant sur la biodiversité? Tout dépend si c'est empreinte carbone ou biodiversité déjà, je pense. Bon, il y a plein. Ouais, vas-y. Je pense qu'on peut partir sur le principe qu'on parle de réduction d'empreinte biodiversité. Sylvestre, n'hésitez pas à compléter. Mais je pense qu'on peut parler de réduction d'empreinte biodiversité. C'est ce dont on parle le plus depuis tout à l'heure. À l'échelle d'un territoire, alors là, il y a plein de leviers. On a parlé tout à l'heure un peu de, voilà, si c'est un territoire avec des activités agricoles très importantes, typiquement là, on va pouvoir effectivement travailler sur le sujet. Pour rappel, la première cause d'érosion de la biodiversité qui est liée au changement d'usage des sols est liée en grande partie à l'agriculture, enfin dans son modèle, on va dire, intensif. À l'échelle d'un territoire sur la même thématique, on va avoir tout ce qui est lié à l'artificialisation des sols. On l'évoquait tout à l'heure. Donc, rien qu'en travaillant sur ces deux sujets, agriculture et on va dire comment est-ce qu'on aménage le territoire, que ce soit un territoire urbain ou que ce soit un territoire plutôt rural,
il y a aujourd'hui effectivement des vrais sujets et des actions gigantesques à mener pour réduire considérablement l'empreinte sur la biodiversité. Alors, il y a la loi qui va contraindre de toute façon les territoires sur ces deux sujets, mais on peut déjà effectivement prendre de l'avance et revoir voilà, quels sont nos modèles agricoles, quels sont nos modèles d'urbanisation, de construction des villes. Donc, il y a vraiment de quoi faire à l'échelle d'un territoire. Pour compléter, effectivement, il y a plein de niveaux, il y a plein de niveaux différents. Ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà des réglementations qui existent. Elles sont souvent contournées à date. En tout cas, en France, on voit bien qu'il y a quand même cette capacité des collectivités à contourner pour plein de raisons. Si on prend les seuils de ville aujourd'hui ou des territoires, plus vous avez de personnes sur votre ville ou votre commune, mieux vous êtes subventionné ou payé, tout simplement. Vous prenez un maire, j'ai regardé un peu les montants, mais quand vous passez de 9 999 habitants à 10 000, vous gagnez 500 € par mois en plus. Et quand vous passez la barrière des 20 000, vous gagnez 1 000 € en plus en tant que maire. Donc, en fait, souvent, vous avez des petits territoires où on va autoriser des entrepôts, on va autoriser des villes et des constructions au détriment de la nature parce que ça va augmenter les effectifs. Voilà, il y a quand même un cadre aujourd'hui légal existant et les améliorations, il y en a plein. Véronique l'a dit, mais déjà les modèles agricoles, clairement, on sait aujourd'hui les modèles d'agroforesterie, les modèles de maraîchage diversifiés, etc., sont clairement des solutions pour cocher toutes les cases, climat, résilience et recréer de la biodiversité, régénérer les sols. Il y en a une sur le sujet de l'empreinte. Alors, je vais la lire. Qu'est-ce qu'on suit vraiment, la réduction de l'empreinte ou surtout la capacité de stockage de la biodiversité? J'ai envie de dire les deux. Disons, en fait, ce qu'on suit, la question, c'est sur un projet terrain? J'ai l'impression. Un projet terrain, alors la capacité de stockage, ça dépend à quel sens on l'entend. Si c'est capacité de stockage du carbone, alors côté climat, on va en effet suivre la capacité de stockage. Sinon, on parle plutôt de capacité de charge, c'est-à-dire dans quelle mesure un écosystème peut supporter, peut héberger de la biodiversité. Et à savoir, la petite subtilité, c'est que si on agit avec de la restauration, de la conservation dans sa chaîne de valeur, c'est-à-dire à l'intérieur de ses activités, alors c'est une réduction d'empreinte. C'est la distinction. Si je fais de la restauration, si je fais de la restauration à l'intérieur de ma chaîne de valeur, c'est-à-dire par exemple, je la pratique à l'intérieur d'une forêt qui est gérée par mon entreprise ou qui est dans le scope de mon entreprise, ou en lien avec des parcelles agricoles qui sont dans le scope de mon entreprise, par exemple, je suis Nespresso, j'achète du café et je mets en place des initiatives de reforestation, d'agroforesterie au sein de mes parcelles de café, alors du point de vue de la biodiversité, ça va être une réduction d'empreinte. Puisque j'avais une empreinte biodiversité que je calculais par exemple avec le GBS avant, en fait cette empreinte va diminuer puisque mes parcelles auront un impact moindre sur la biodiversité. En revanche, si je suis en dehors de ma chaîne de valeur, et là ce que je vais suivre, c'est juste, je vais suivre la même chose, mais je ne vais pas l'exprimer comme une réduction d'empreinte, je vais l'exprimer comme une contribution positive. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que c'est déjà de bons éléments. Ah, Timothée, tu voulais ajouter quelque chose? Non, il y a une question sur les sources des figures. On enverra les supports et on mettra les sources des figures. Une question. Je veux une question sur vas-y, Arthur. Non, je veux une question sur la biodiversité marine. C'est un très bon point. On a parlé beaucoup de biodiversité terrestre et en fait, on dit que la biodiversité a du retard sur le climat et à l'intérieur de la biodiversité, on commence par le terrestre parce qu'on connaît mieux, ça nous parle plus. Et en effet, la biodiversité marine est de nouveau un peu le parent pauvre de la biodiversité. Mais ce n'est pas pour des raisons objectives. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est moins important, c'est essentiellement parce qu'on connaît encore moins bien, on a encore moins d'outils, c'est pas intégré dans la plupart des indicateurs. Et donc, ça viendra plus tard, on l'espère, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un sujet qui est encore plus délaissé. Il commence à avoir, Arthur, tu connais bien ces projets, mais il commence à avoir des sujets de régénérer de certaines zones marines. Il y a quand même les aires protégées, on va dire, ou en tout cas où la surexploitation, où la pêche est interdite, qui se régénère également. Il y a le sujet des coraux également, qui commence à être porté. Et puis, on a la grosse actualité du plastique. C'est-à-dire qu'on voit bien que le sujet du plastique amène quand même à ce que beaucoup d'initiatives d'ONG travaillent sur préserver un peu mieux les océans. Donc, ça monte, ce sujet. C'est vrai, ça monte tout à fait, mais on y travaille, mais on voit qu'il y a un peu de retard, notamment dans la mesure d'impact. Le travail est encore beaucoup sur les côtes. On a beaucoup de projets coraux, mangroves. Mais bien sûr, le sujet du plastique fait parler depuis longtemps déjà et c'est peut-être le premier angle par lequel on l'aborde.
Et il y a des ONG et des acteurs qui sont installés depuis très très longtemps, Sea Shepherd, etc. Greenpeace qui est super actif sur les océans. Donc en effet, c'est traité, mais peut-être avec un peu de retard du point de vue corporate, en tout cas du point de vue des outils qui sont proposés aux corporates. Oui, je compléterai effectivement sur les outils comme le GBS ou les autres outils de mesure d'empreinte aujourd'hui. La plupart ne prennent pas encore en compte aujourd'hui, on va dire, les milieux marins, parce que les bases de données scientifiques sur lesquelles ils s'appuient, j'en citerai une, c'est Globio, qui est beaucoup utilisée aujourd'hui pour ces outils de mesure d'empreinte, n'a pas suffisamment à ce jour encore modélisé, on va dire, les impacts en matière de pression sur les océans. Donc ils y travaillent parce que c'est effectivement, on va dire, un gros trou dans la raquette. Donc on espère que dans les années qui vont venir, on va pouvoir combler ce vide. Ouais, merci beaucoup Véronique, et je vais me permettre de prendre la question de Coralie aussi. Pourrait-on imaginer une plateforme de contribution, compensation carbone et biodiversité? Alors, nous, chez Carbon Cap, on n'aime pas trop l'idée de compensation carbone parce qu'on pense que ça pose énormément d'enjeux et c'est pas du tout évident de pouvoir annuler une émission. Pour la biodiversité, c'est encore pire. Il faut vraiment éviter de parler de compensation biodiversité. En tout cas, c'est notre point de vue, puisqu'il y a encore plus de problèmes. L'unité, elle n'est pas évidente à définir. Les écosystèmes ne sont pas substituables. Donc, pour ces différentes raisons, on vraiment recommande de ne pas employer le terme de compensation biodiversité. En revanche, une plateforme de contribution, oui, c'est le but. Le but, c'est de pouvoir faciliter le financement d'initiatives pour la biodiversité qui sont absolument indispensables. Et donc, à terme, d'avoir, alors je ne sais pas si ce sera la forme d'une plateforme, mais en tout cas, de faciliter les flux de financement sur la base d'impact certifié. Et donc, ça pourrait prendre la forme de différentes plateformes comme il en existe aujourd'hui pour le climat et qui pourraient être liées climat-biodiversité, donc avec des crédits type marché volontaire et des certificats type biodiversité. Donc, c'est la vision, mais sans parler de compensation. Moi, je veux bien prendre celle d'Angel qui est est-ce que la stratégie carbone et la potentielle baisse de carbone ne va pas justement permettre de contribuer à préserver la biodiversité? Comment vraiment différencier les actions en faveur du carbone et celles en fonction de la biodiversité? Alors clairement, aujourd'hui, quand on accompagne des structures sur leur stratégie climat, on voit bien, ou d'ailleurs stratégie biodiversité, on voit bien qu'un des gros facteurs d'érosion de la biodiversité, c'est l'empreinte environnementale. Donc clairement, les deux sont liés, comme on a dit. Et on commence à avoir justement des outils pour pouvoir peut-être avoir des ordres de grandeur. Déjà, dans un premier temps, c'est pas mal de cette interdépendance et de cette capacité à préserver mieux la biodiversité quand on réduit son empreinte carbone. Mais clairement, ça débute. Après, il y a encore 10 ans, il n'y avait rien. Maintenant, on commence à avoir des super outils qui arrivent. Et dans 10 ans, on sera au top. Vas-y. Moi, je rebondirais en disant, on a beaucoup parlé du lien très important entre climat et biodiversité. Il faut juste ne pas oublier les 5 grandes causes d'érosion qu'on présentait tout à l'heure en matière de biodiversité, que le changement climatique n'est qu'une des 5 causes. Donc, il ne faut pas oublier les 4 autres. Donc, oui, c'est important effectivement de bien faire le lien entre climat et biodiversité et c'est tant mieux. Mais il ne faut pas considérer qu'on va régler la question de la biodiversité uniquement en traitant le sujet du climat. Il faut travailler également sur les autres causes d'érosion. Véronique, je crois qu'il y en a une pour toi. Quand sera finalisée la TNFD? Alors, je vais y arriver. TNFD. Que peut-on déjà tirer des premières publications? Alors, sur on va dire, le lancement officiel, je n'ai pas la réponse. Je crois qu'on ne sait pas encore. Et sur les premières publications, on voit que l'idée, c'est vraiment d'inciter et d'inviter les entreprises, comme on le disait tout à l'heure, à regarder leur pression sur toute leur chaîne de valeur. C'est ça vraiment effectivement qui est important, qu'il faut bien retenir dans ces outils et dans ce que l'on peut tirer comme enseignement sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant en matière de climat. C'est que les entreprises regardent bien au-delà, j'ai envie de dire, de leurs frontières, de la frontière de leurs usines, de la frontière de leur pays de production, en regardant effectivement tous les impacts qu'on qualifie aujourd'hui d'indirects
je pense qu'ils sont de plus en plus directs, qui peuvent être, on va dire, exercés à des milliers de kilomètres de leur site de production. Donc, c'est d'avoir effectivement une vision très large et très globale, de regarder effectivement le plus loin possible, là où il y a des impacts qui peuvent être effectivement liés à leurs activités. C'est d'ailleurs une invitation qui est faite auprès d'un certain nombre d'entreprises sur les questions de déforestation importée. Mais on peut appliquer effectivement cette logique à plein d'autres sujets au sein de l'entreprise. Donc voilà, donc j'ai pas plus de précision à vous donner effectivement sur les dates en termes de publication de ces outils, de ces référentiels. Moi, ce que j'y vois, c'est qu'effectivement, ce ne sont que des bonnes nouvelles parce que ce sont effectivement encore, on va dire, de bonnes raisons pour pousser les entreprises qui réfléchissent encore aujourd'hui en disant mais est-ce que je dois vraiment est-ce que le sujet de la biodiversité me concerne? Est-ce que je dois vraiment agir là-dessus? Voilà, pour celles qui n'ont pas encore effectivement eu toutes les réponses jusqu'à maintenant, voilà, on va dire encore à travers ces éléments de reporting, une raison supplémentaire, s'il en fallait une, pour s'y mettre. Alors, autre question, est-ce que l'on peut facilement s'approprier la méthodologie GBS ou devons-nous nous faire accompagner, former par une entreprise externe? Je peux l'apprendre, hein, mais aujourd'hui, les formations sont très centralisées. C'est très compliqué. Donc, se l'approprier quand on est débutant, c'est très complexe. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, vous pouvez appeler Véronique, Arthur, nous ou d'autres. Mais à date, vous pouvez aller sur le site de la CDC et essayer de vous faire former, mais bon courage. Oui. En fait, on n'est pas du tout sur de l'open source. Hein, on est aux antipodes de ça. Alors, pourquoi pas? Parce que dans un premier temps, je le disais, c'est des sujets assez complexes. Donc, c'est difficile de se lancer un petit peu tout seul comme ça. Mais voilà, je pense qu'à terme, il faudra que ça le devienne pour vraiment le développer à une échelle beaucoup plus importante. Quelle est la différence entre le GBS et la base publique encore? Alors, la base publique encore, alors le GBS s'appuie d'ailleurs maintenant dans ses dernières versions sur cette base de données, notamment pour évaluer la dépendance des activités des entreprises par rapport aux services écosystémiques. Donc, ce sont deux choses différentes encore, mais pas véritablement, on va dire, un outil de mesure de biodiversité comme le GBS ou comme d'autres outils. C'est plus pour moi, effectivement, on va dire, une base de données sur laquelle on peut s'appuyer. Mais pour le coup, c'est de l'open source et c'est très intéressant. C'est assez accessible et ça permet de comprendre assez rapidement les liens que l'on a effectivement avec la biodiversité. Donc, je ne peux qu'inciter effectivement les entreprises à aller visiter cette base de données. Mais voilà, mais c'est pas un outil vraiment de mesure comme ceux qu'on a présentés tout à l'heure rapidement. Il y a dans quel cadre s'inscrit la reforestation sur un autre territoire que le sien, hors site donc? C'est de la reforestation, donc c'est de la restauration. Et si c'est hors site, dans ce cas, c'est pas de la réduction d'impact biodiversité, c'est de la contribution positive. Sauf s'il y a un lien avec la chaîne de valeur. Voilà, c'est très simple. Comme on améliore l'état net, c'est de la restauration. Et comme c'est hors cadre, on n'est pas dans la réduction d'impact, on est bien dans de la contribution positive. Mais la contribution positive, on a dit qu'il faut agir en priorité chez soi. Mais on a vu tout à l'heure qu'il y a aussi des hotspots de biodiversité. Donc la contribution positive, c'est aussi intéressant pour aller travailler à des endroits qui sont objectivement, disons, d'intérêt ou prioritaires. Ce qu'on n'a pas forcément dans sa chaîne de valeur. On a bien grignoté sur le temps, mais il y a une autre question. Une trame verte serait considérée comme restauration ou conservation? Alors, trame verte, si ça veut dire biocorridor, donc corridor écologique entre deux espaces, de nouveau, là, on prend un écosystème, on améliore sa valeur nette pour la biodiversité, donc on est dans la restauration. Si on évite que l'écosystème soit fragmenté, là, on est dans de la conservation. Mais si on est en train de faire pousser quelque chose, en général, c'est de la restauration. Alors, c'est des frontières qui sont un peu artificielles. Souvent, on travaille sur les deux en même temps. Simplement pour dire qu'il y a deux manières. C'est pour faire le parallèle avec les émissions évitées vs la séquestration. C'est-à-dire que souvent, on a un projet où on va faire de la reforestation ici et de la conservation autour. Et il faut gérer les deux. Il faut s'assurer toujours que la reforestation n'amène pas des fuites, c'est-à-dire de la déforestation ailleurs. Donc, vraiment, on encourage à voir les choses de manière holistique et à faire les deux. Mais voilà, schématiquement, on peut le dire comme ça.
Ok, on en prend une ou deux. Je laisserai Roxane finir, mais quid du secteur financier pour la mesure de la biodiversité dans son portefeuille? Bah là, si j'introduis rapidement un bout de réponse, mais c'est vrai que le sujet de la taxonomie, en tout cas, commence à adresser le sujet. Je crois que Carbon 4 de travailler aussi sur le sujet. Enfin, c'est un sujet qui est encore à la marge, mais qui monte, en tout cas en termes de sollicitation et d'intérêt, qui monte fortement là. Voilà, et on travaille dessus d'ailleurs, enfin en tout cas côté Carbone 4 Finance avec CDC Biodiversité, justement, à savoir que le GBS est conçu pour les grandes entreprises, mais il est aussi conçu pour les portefeuilles d'investissement. Donc c'est un outil qui peut être utilisé. Et oui, par ailleurs, il y a des outils qui se développent spécifiquement pour la finance, puisqu'on sait que les enjeux sont un peu différents en termes de levée de données, etc. Mais le GBS couvre le secteur financier, c'est un de ces points de départ, enfin, c'est du cœur de cible pour le GBS. Notamment. C'est toujours frustrant, mais il restera des questions non traitées. Il y a les énergies renouvelables contribuent à l'atténuation du changement climatique en France. Les études d'impact environnementaux sont rigoureuses. Quel est le niveau d'enjeu sur la biodiversité? Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai du mal à me dire qu'il y a une réponse, parce que les énergies renouvelables, c'est quand même très large. Et, oui. En fonction des sujets, éoliennes, panneaux solaires, biomasse, etc., on n'est vraiment pas sur les mêmes niveaux d'enjeux sur la biodiversité, quoi. Je dirais qu'en premier ordre, les énergies renouvelables, c'est du climat, puisque ce qu'on veut, c'est décarboner l'énergie, et donc on veut éviter un impact sur le climat. Ensuite, comme le climat, le réchauffement climatique, c'est une des principales pressions sur la biodiversité, donc c'est un impact biodive. Tout ce qui a un impact climat a un impact biodive par là. Et par ailleurs, en deuxième ordre, on a des effets sur lesquels il faut être attentif sur la biodiversité. Par exemple, un projet solaire, ça peut occuper de l'espace. On peut détruire une forêt pour le faire. Ce qui a un impact sur la biodiversité, sur le carbone aussi d'ailleurs. Ça peut être un des principaux postes d'émission d'un projet solaire. On connaît très bien le sujet des éoliennes qui peuvent tuer des oiseaux. Donc voilà, il y a en premier ordre, c'est du climat, mais il y a aussi des effets sur la biodiversité via l'effet sur le climat et des effets indirects, disons non souhaités, éventuels à surveiller. Ouais, puis ça dépend. Je rajouterais juste que ça peut avoir des effets positifs aussi, parce que de plus en plus aujourd'hui, ces projets, que ce soit des projets solaires ou éoliens, ont lieu sur des sites plutôt dégradés. En tout cas, on essaye autant que possible que ça se fasse sur ce type de site. Et on a vu des projets sur lesquels on a notamment travaillé dans le cadre de BBR Biodiversité. Notamment, moi, j'ai travaillé sur un projet solaire aussi, de mon côté, où on voit que finalement, à partir d'un site dégradé, on peut l'améliorer. Même effectivement, sous des panneaux, on peut planter, on peut créer de la biodiversité. Et qu'à l'arrivée, on a, on va dire, finalement, des sols qui vont être en meilleur état que ce que l'on pouvait avoir au début. Donc, il faut être vigilant. C'est vrai que si on arrive sur un site naturel ou une forêt ou un boisement, ça peut détruire. Mais quand on part d'un site fortement dégradé, on peut considérablement améliorer les choses. Clairement, il y a plusieurs exemples, mais il y a les anciennes stations offshore qui ne sont pas démantelées parce qu'elles permettent de fixer un certain nombre de planctons ou d'animaux et de créer un habitat finalement en plein milieu des océans, alors qu'avant c'était pour extraire du pétrole. Vous avez le sujet des panneaux solaires, si c'était sur des modèles dégradés, on peut régénérer une partie des sols. Vous avez les éoliennes, effectivement, qui peuvent avoir des impacts négatifs, mais je vois que dans les pays du Nord, là, ils ont compris qu'en mettant une pale de couleur noire, les oiseaux les voyaient, alors que quand les pales sont blanches, on ne les voit pas. Enfin, tout ça est très complexe. Ce qui est sûr, c'est que quand on voit le point de départ et le point d'arrivée, ça se régénère beaucoup plus vite que ce qu'on imagine souvent, si on le prend dans le bon sens et dans le bon ordre, ce qui est du coup peut-être la principale difficulté. Je vois Roxane que tu trépignes d'impatience. Je te laisse, pardon. Merci Timothée. Oui, je pense qu'il va être temps de vous libérer. On a un peu dépassé. Bon, c'est classique quand on parle d'un sujet aussi passionnant. Donc, merci à toutes et à tous pour vos questions, pour votre présence ce matin et puis pour votre intérêt pour ce sujet. Merci Timothée, Véronique et Arthur pour tous vos apports et Thomas pour la logistique. Je vous rappelle que le replay des échanges sera disponible. Le support, vous pouvez le télécharger dès maintenant, mais il sera téléchargeable par la suite aussi. Vous avez nos contacts si vous avez des questions, des remarques ou que vous souhaitez échanger de manière générale. Donc voilà, merci encore à tous et toutes et je vous souhaite une très bonne journée. Et merci à Ecodev pour l'organisation de tout ça. Merci Arthur, merci Véronique. Oui, merci. Merci Ecodev. Et merci à tous les participants et participantes. Oui. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.